Problème réglé. J'y crois pas, il y a encore eu une alerte? Bah oui, il y en a eu au moins 4 depuis la dernière vidéo. Mince. Bon, tant pis, on change d'univers. Comment ça, on change d'univers? On n'est pas censé trouver ce qui a affecté Igor? Ah, mais on cherche toujours. Bah t'as pas fini la chronique pourtant. J'ai dit qu'on changeait d'univers, pas qu'on arrêtait la chronique. Oh là, je pige pas. T'inquiète, je vais te faire un résumé. En attendant... Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé dehors? On est où? T'en fais pas, tu vas comprendre. En attendant, bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour un nouvel épisode dédié à la saga de Drakengard. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à son spin-off, Nier. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, Drakengard 2 s'est plutôt bien vendu en dépit de ses très nombreux défauts. Sauf qu'en octobre 2005, Cavia s'est reconverti en une holding de studios titrée AQ Interactive, qui avait pour intention de monter à l'assaut des consoles de nouvelle génération que seraient la Wii, la Xbox 360, la PS3, et une de ses filiales a pris pour nom Cavia Incorporation. Me demandez pas plus d'infos, je suis même pas sûr d'avoir tout bité à ce bordel. AQ avait un énorme projet en préparation, intitulé Crayon, créé en coopération entre plusieurs studios, dont Cavia Inc. Sauf que, suite au subprime et à la crise du jeu vidéo vécue par le Japon, Crayon est abandonné et Cavia s'est retrouvé avec un bon gros trou dans son calendrier. Il était donc nécessaire de concevoir un nouveau soft, ce qui a conduit à l'idée d'un opus supplémentaire pour la licence de Drakengard. Sauf que cette fois, Taro Yoko est ramené en première ligne. A la base, le titre était censé se focaliser sur un univers de contes, sauf que le projet se tourne bien vite vers de la fantasy plus adulte, devenant ainsi officiellement un spin-off de Drakengard, et voit son nom se métamorphoser en Nier. Et pourquoi ça? Alors, on sait pas trop, mais plusieurs hypothèses sont possibles. La première, ce sera la faute de Kingdom Hearts. Bah oui, Square Enix a déjà sa licence de merveilleux un peu enfantine, donc ça risquait de faire doublon et d'avoir un très mauvais impact sur les ventes. La seconde, c'est Taro Yoko. Assez vexé par les deux premières itérations de Drakengard, de la manière dont on l'avait limité dans sa créativité, voire carrément expulsé du projet, le gars avait plus trop envie de se battre avec les éditeurs. Tout ce qu'il voulait, c'était concevoir un jeu normal, plus radieux, avec des thèmes comme l'amitié et l'effort. Sans parler du fait que le producteur Saito lui avait promis que, si Nier était une réussite commerciale, Yoko aurait carte blanche pour une suite. Sauf que le tarot, il a très vite fini par s'emmerder, d'où sa décision de multiplier les angles de gameplay. Le développement durera 3 années entières, jusqu'à une réunion de présentation à Los Angeles, pour recueillir l'avis des Occidentaux, où les Américains ne seront pas du tout convaincus par le protagoniste. Attendez, c'est ça le héros? Non mais vous avez vu cette lopette? On dirait une gonzesse! Et il serait capable de soulever une arme qui fait 10 fois son poids! Non mais arrêtez de vous payer ma tronche! Les joueurs voudront jamais incarner une brindille pareille! Tiens, les 1 500 000 ventes du remake de Nier qui n'utilise que le personnage japonais, qu'est-ce que tu fous là, dis donc? Bref, vous l'aurez compris, face à ce refus catégorique des Américains, Yoko se remet au travail pour élaborer un nouveau protagoniste. Et c'est là que débarque une certaine confusion. L'Occident ne recevra que la version armoire normande, sous le simple titre de Nier. A l'inverse, le Japon distribuera 2 variantes. Celle avec le baraquet devenant Nier Gestalt est commercialisée sur Xbox. Tandis que sur PS3, vous aurez droit au jeune frangin androgyne avec une boîte intitulée Nier Replicant, qui au passage a failli ne pas voir le jour. En effet, le personnel américain de Square Enix, toujours eux, s'inquiétait des délais et a proposé de carrément annuler la partie Replicante. Outré, Yoko répliquera qu'une telle annulation causerait une baisse du moral des développeurs, et inévitablement une réduction de la productivité, engendrant des retards encore plus importants. Et ça a marché. Bah du coup, respect Taro. Malheureusement, à son lancement le 23 avril 2010, c'est-à-dire la même année que Alan Wake, Mass Effect 2, Red Dead Redemption, God of War 3 ou BioShock 2, eh ben, c'est la douche froide. Les critiques occidentales descendent Nier en flèche. Et malheureusement, les ventes ne suivent pas. Notamment en raison d'un manque de communication de Square Enix jusqu'à la sortie internationale, et une grande difficulté à s'écouler sur le marché occidental. Y compris au Japon, où le score initial n'est que de 60 000 exemplaires distribués, soit beaucoup moins que le premier Drakengard. Même si en 2018 il avait fini par atteindre les 700 000 ventes, à l'époque, Nier est un énorme four.
Malgré ce bid, un projet d'adaptation sur PlayStation Vita sera envisagé, mais sera malheureusement tué dans l'œuf. Bon, maintenant tu vas peut-être pouvoir nous expliquer en quoi cet univers est lié à Drakengard? Tout à fait. Tu te souviens de la fin du premier jeu? Laquelle? Il y en avait plusieurs. Exactement. La fin A permettait l'apparition de Drakengard 2, et si la plupart des autres demeuraient sans suite, c'est la dérivation E qui va nous intéresser. Attends, tu veux dire que... Tout à fait. L'histoire de Nier prend pied dans cet univers. Quant à savoir l'époque, eh bien, le spin-off propose un prologue se déroulant en 2049, mais l'essentiel de l'intrigue prendra place en l'an 3361. Ça va être compliqué de parler de la technique sans être d'accord avec les critiques de l'époque. Ça sentait déjà pas super bon quand Square Enix a purement et simplement interdit aux sites de test de diffuser des images et vidéos non officielles du jeu, et à sa sortie, on pouvait comprendre pourquoi. Un mois seulement avant l'arrivée de Nier dans les étals, débarquait Final Fantasy XIII, et la comparaison graphique a été désastreuse. Et même si je suis d'avis que c'est pas très juste de faire un parallèle entre un AAA et un soft beaucoup plus modeste, ça reste moche quoi. Les textures sont fades, il y a de l'aliasing, c'est parfois flou sans raison logique, c'est pas très détaillé, bref, c'est pas la joie pour les rétines. J'ai aussi repéré quelques soucis de luminosité, genre la lumière qui devient éblouissante à l'extérieur quand vous êtes dans un lieu sombre, ou mieux, de l'éclairage embué qui vous bousille une partie de votre champ de vision, et qui vient d'un endroit où il n'y a pas de lumière. Et globalement, quand on fait gaffe, on se rend bien compte que le jeu tente de cacher ses limites techniques chaque fois qu'il en a l'occasion. Et comme si ça suffisait pas, il souffre de quelques murs invisibles. Alors pas beaucoup, on est d'accord, mais il y en a quand même. Bon après, j'admets qu'en dehors d'une fois où un de mes compagnons s'est retrouvé coincé dans le décor et incapable de m'aider, j'ai pas eu à pâtir de bugs au cours de mes tests. Et d'un avis totalement personnel sur les musiques du soft, je trouve qu'elles sont effectivement très jolies, mais certaines ont tendance à se répéter. Passons maintenant au cœur de l'analyse. Là où les Drakengard se scindaient en 3 systèmes de gameplay différents, terrestre, aérien et Razmoth, Nier prend les choses à contre-courant puisque il n'y a pas de dragon, et donc aucun niveau de shoot 'em up en altitude. Au contraire, nous sommes ici lâchés dans un open world dont nous pouvons explorer les moindres recoins à notre guise, les multiples endroits se débloquant à mesure que l'on progresse dans l'intrigue. Vous possédez en bas à droite une minimap assez utile pour ne pas vous perdre, et que vous pouvez retrouver en grand format pour mieux vous orienter, tandis qu'en haut, vous pouvez repérer votre jauge de vie et celle de magie. Notre personnage, ce cher Nier, que vous pouvez renommer selon vos goûts au début du jeu, eh bien malgré son allure de colosse, il reste assez rapide et agile, et dispose de la capacité à effectuer un double saut. Même si quand on affronte le premier boss, on se rend compte que le protagoniste n'est en fait pas si réactif que ça. Ou alors s'il y a une meilleure méthode pour esquiver, j'aimerais bien qu'on me l'enseigne, parce que le héros est aussi doué pour éviter les coups qu'une patate pour conduire sur l'autoroute. Il est capable de pousser, de tirer des blocs, et d'escalader des échelles. J'aurais un bémol là-dessus d'ailleurs, vu qu'autant descendre un escabeau ça va, mais grimper c'est d'une lenteur. Et plutôt appréciable, vous avez l'aptitude de chevaucher certaines créatures pour vous en servir de monture, ce qui est à la fois fun et utile. On peut critiquer la caméra, puisque si le jeu nous offre parfois des angles assez innovants, genre uniquement de profil ou en vision isométrique, il n'existe aucun système de lock, ni pour les ennemis lambda ni pour les boss. Et comme pour les précédents épisodes, le soft vous garantit plusieurs fins, 4 en l'occurrence, à la condition d'effectuer un New Game Plus. En gros, vous repartez depuis environ la moitié du titre, mais vous conservez votre niveau et votre équipement. D'ailleurs, l'ultime dérivation se révèle particulièrement sadique, allant jusqu'à effacer l'intégralité de vos sauvegardes et de vos gains sous vos yeux impuissants. Ce à quoi certains joueurs ont crié au génie, et d'autres s'en sont plaints, parce qu'ils avaient absolument tout perdu. Ouais, enfin en même temps, le jeu t'a prévenu à plusieurs reprises qu'il allait tout vaporiser. Au bout d'un moment, si tu refuses d'écouter ce qu'on te dit, c'est que tu cherches la merde. Mais surtout, la grande différence avec les Drakengard, c'est que nous sommes ici dans un soft avec une forte volonté de RPG. Un jeu de rôle, avec la sensation d'évoluer au fil de nos pérégrinations. Une des premières choses à noter, c'est l'apparition de quêtes annexes. Malheureusement, assez peu intéressantes. D'une part parce qu'elles se limiteront à grappiller des trucs à droite et à gauche pour faire plaisir à bidule ou machin, et ensuite, leur objectif n'est pas de vous faire gagner de l'expérience, mais uniquement de l'argent. Ce qui est cohérent dans l'histoire, hein, je dis pas, mais d'un point de vue gameplay, c'est pas gêne-gêne. Probablement qu'on doit cette décision, à mon sens assez regrettable, au producteur Saito, qui finira par réclamer, en plein milieu du développement si on sait pas drôle, de passer d'un RPG épique à un soft centré sur l'action. Bon, au final, Taro ne l'écoutera qu'à moitié. Ce qui était assez compréhensible, Kavian n'étant toujours pas très doué avec l'aspect beat'em all. De fait, le combat va représenter environ 75% du gameplay. Vous vous en rendrez compte assez vite, vu à quel point le protagoniste est un gros paranoïaque. Dès que vous êtes en dehors d'une ville, sitôt que vous arrêtez de courir, il dégaine. Pour le fight en lui-même, je n'aurais pas vraiment de reproche à faire.
en dehors de son omniprésence. Même si on n'est pas confronté à autant d'adversaires qu'un mousseau, vous serez régulièrement obligé de tataner tout ce qui se trouve en face. Vous avez la possibilité de parer, et vos attaques à l'épée peuvent détruire les magies ennemies. D'ailleurs, maintenant qu'on parle de magie, assez rapidement dans l'histoire, vous pourrez tirer à distance ou user de techniques assez redoutables. Le plus utile étant évidemment le projectile noir qui permet de laminer en continu et de loin. On peut râler sur le fait que vous n'avez pas de réticule de visée, mais vu qu'on peut flinguer quasi à l'infini tout en courant dans tous les sens, c'est un bon compromis. C'est juste assez dommage qu'on ne puisse pas mitrailler et se battre au corps à corps en même temps. Autre chose à savoir, votre jauge de mana se recharge toute seule. Et tuer un ennemi permet de la régénérer d'autant plus vite. C'est cependant regrettable qu'une fois pleine, elle fasse un bruit électronique pas super raccord avec l'univers. Non, sans deck, les premières fois que je l'entendais, je comprenais pas d'où ça venait et il m'a fallu quelques heures pour le piger. Et pour ce qui est des armes, elles ont toujours autant d'impact sur la puissance du héros? Alors, oui et non. Ici, chaque adversaire tué vous fait engranger de l'expérience. Expérience qui, une fois un certain palier atteint, vous offre un niveau supplémentaire. Chaque niveau améliore vos statistiques, dont votre force, vous rendant plus efficace à mesure que vous tatanez du mob. Si lors de la première partie ce sera nécessaire pour demeurer au même niveau que les ennemis, pour les New Game Plus, les mobs conservent leur level de base, là où vous aurez continué à vous perfectionner, ce qui rend certains combats de boss extrêmement faciles. En même temps, vu qu'il était indispensable de recommencer le jeu plusieurs fois pour obtenir toutes les fins, c'était une bonne manière de diminuer la frustration d'avoir à tout répéter. Pour en revenir aux armes, oui, elles ont toujours un impact, car elles ont la possibilité d'améliorer vos skills. Mais contrairement au Drakengard, une lame ne fait pas tout, ce n'est qu'un bonus, d'où le fait que vous serez beaucoup plus libre dans la sélection de votre équipement favori. Et encore une fois, vous disposez d'un accès à une forge qui vous permettra, moyennant finances et matériaux évidemment, de faire grimper de niveau à vos outils. Je serai cependant assez circonspect sur la décision d'y ajouter un poids. Autant je peux comprendre l'intérêt, que des armes grosses et puissantes soient pesantes à manier, ralentissant leur utilisation. La pire étant la fameuse et extrêmement lourde volonté de fer, sauf qu'en vrai, ça correspond pas vraiment. T'as des fois certaines lames, genre le cri des Daléens, qui est censé être très lourde, se manie beaucoup plus facilement et rapidement que la hache souillée dont le poids est tout juste ordinaire. Alors, si quelqu'un a une explication logique, tant mieux, mais pour moi c'est une grosse erreur de gameplay. Et comme d'habitude, si vous voulez débloquer les deux dernières fins, il vous faudra obtenir l'intégralité des armes du jeu. Oui, encore! Bon après, c'est moins pète couille que Drakengard, puisqu'il n'y a qu'une trentaine d'outils et la plupart sont assez simples à trouver. Inconvénient, certaines ne sont dégotables qu'en première partie de soft. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de tout recommencer depuis le début. Vient un moment de l'intrigue où vous pouvez retrouver un vendeur, accessible pendant une très courte période, donc le loupez pas, qui vous permet de racheter toutes les armes que vous auriez zappées. Ouais, encore un truc pour faire finiter le vœu à des vents qui savent pas vouer. JP, ta gueule. Par contre, je crois qu'il y a un point que j'ai pas compris, c'est le système des qualificatifs. Ah, tu fais bien de me le rappeler. En affrontant les ombres, vous pourrez récupérer des qualificatifs. En gros, ce sont des sortes de runes, qui une fois associées à vos sorts ou vos armes, vous garantissent des effets supplémentaires. Améliorer la force, la magie, le gain d'XP ou la prise de butin, voire même conférer quelques impacts offensifs, comme le poison, la paralysie, la folie, etc. Pour ma part, j'avoue que je m'y suis pas trop intéressé. Il y avait une touche optimisée pour sélectionner automatiquement la meilleure combinaison, et j'y faisais pas plus gaffe que ça. C'est l'inconvénient d'un jeu centré sur le bourrinage, on me demande pas de réfléchir à ce que je fais. Du coup, j'ai pas envie de réfléchir. Et pour ce qui est des compagnons, ils sont toujours aussi utiles que dans le premier Drakengard? Ou c'est un système comme dans l'épisode 2? Ni l'un ni l'autre. En gros, vos alliés vous accompagnent en permanence, et donc vous filent un coup de main à chaque affrontement. Vous avez même la possibilité de leur donner quelques ordres simples, histoire de maximiser votre stratégie d'attaque. Alors pourquoi t'as jamais donné d'ordre à Kainé? Pas envie de prendre le risque. Ha, fronfard. Bah écoute, si tu veux tenter le diable, libre à toi. Ouais, parce que j'ai pas peur d'elle, moi. Kainé, va me faire un fondouille, fin. En même temps, j'avais prévenu. Du coup, c'est plutôt une bonne chose comme système? Ça dépend. Déjà parce que selon l'intrigue, les deux compagnons que vous débloquez sont complètement pétés. Mais dans les faits, ils vont autant galérer que le protagoniste face au mob de base. Ben, ils servent peut-être à doubler le quota d'XP alors. Bien au contraire, ce que tuent tes alliés, tu ne récoltes pas un seul point d'expérience dessus. Or, je vous le rappelle, l'XP est nécessaire pour devenir plus fort et résistant. Donc dans ce jeu, avoir des compagnons est une pénalité. Bah dans ce cas, il suffit de faire évoluer tes armes pour buter les ennemis plus vite. Oh merci, j'y avais pas pensé, dis donc. Sauf que pour améliorer ton équipement, il faut farmer des zones pour trouver les bons matériaux. Et beaucoup vont demander de l'alliage de titane. Un minerai hyper rare, dégotable uniquement à la montagne des robots, où la fréquence de drop est débilement basse. Pour tout vous dire, plusieurs quêtes vous proposeront une grosse récompense en échange d'une certaine quantité de matériaux rares. Je suis persuadé que vous gagnerez plus d'argent plus rapidement, juste en ramassant et en revendant toutes les petites merdes de cette zone. Tenez,
Pour résoudre une mission annexe, il vous faudra 5 unités d'huile de graissage. Un artefact ne se trouvant que sur les machines volantes du deuxième sous-sol de la montagne des robots. J'ai farmé des tas de fois l'endroit sans trouver que dalle alors que j'avais des qualificatifs blindant mes pourcentages de butin. Et vu que c'est nécessaire pour obtenir la dernière fin du jeu, eh bah c'est un passage obligatoire. Alors ok, Drakengard premier du nom, il y avait infiniment trop d'armes et il fallait impérativement connaître la solution. Mais au moins, on s'en remettait pas à un farm intensif en croisant les doigts pour choper le bon matériau. J'en profite d'ailleurs pour râler sur la forge. Au cours de l'histoire, on me demande d'aller voir un forgeron pour améliorer ma lame et faire plus de dégâts face à un boss. Ok, et vu que je me suis cassé le cul à récupérer les matières premières, le frangin me dit qu'il va me faire la mise à niveau gratos. Cool! Ça veut dire qu'il va améliorer la dernière arme que j'ai trouvée, celle que j'ai en main. Perdu! Il fortifie la toute première arme du jeu, avec des stats tellement pourris que même au niveau 2, elle est moins puissante que celle que j'utilise actuellement. Donc, en gros, t'as gaspillé mes ressources pour une lame qui ne me servira jamais à rien. Connard! Et on m'affirme que maintenant j'ai le level suffisant pour affronter le boss. Mais flatte-t-il pas l'arnaque? Et pour ce qui est des autres formes de gameplay, Comment ça? bah t'avais dit que Yoko avait multiplié les systèmes de jeu parce qu'il s'ennuyait. Ah oui, c'est vrai. En effet, Taro s'est amusé à régulièrement changer le style du soft. C'est pour ça qu'on aura droit à une aventure textuelle dans la forêt des légendes, très proche des livres dont vous êtes le héros, auquel j'ai consacré un épisode d'Universalis, donc merci d'y jeter un œil, ça augmente ma visibilité. Un simili-survival horror façon Resident Evil avec des caméras préplacées dans le manoir hanté, un hack and slash dans les sous-sols, on a même l'ajout d'un système d'agriculture qui vous permet de planter des graines et de faire pousser des fleurs et des légumes que vous pouvez ensuite revendre sur le marché. Et on file un perf. Ne me parlez plus de pêche! Pourquoi ça? C'est bien la pêche, ça détend. Eh bien sûr! Et on va lui implémenter un gameplay complètement cassé, histoire de bien faire racher les gens avec un élément obligatoire du soft! Ou alors j'ai vraiment pas eu de bol et je suis tombé sur la seule version qui était buggée. En théorie c'est simple, il faut faire gaffe à la flexion de la canne, et dès qu'elle bouge suffisamment, appuyer sur le bouton X pour lancer le mini-jeu, c'est-à-dire fatiguer le poisson en tirant dans le sens opposé à sa direction. En pratique, pas moyen. Soit parce que la bestiole s'enfuyait en moins d'une seconde avant même que je puisse déterminer dans quel sens elle allait, soit quand par miracle je tirais dans la bonne direction, il se cassait quand même. Et ce putain de grimoire qui se fout de votre gueule en mode non mais tu dois tirer dans la direction opposée du con. C'est ce que je fais, crétin des Alpes! Bref, que dire sur ce spin-off? Je suppose que tu vas le démolir. En vrai, pas tant que ça. Oui, le jeu a des défauts. Il est pas très beau, ce que vous pouvez pallier avec le remaster sorti en 2021, le système de combat est assez répétitif, et plusieurs éléments sont, à mon sens, soit cassés, soit complètement mal pensés. Mais en soi, j'ai pas de raison de vraiment dégommer le titre. Il est imparfait, mais il a cherché à optimiser plusieurs facteurs. On a de véritables notions de RPG, le gameplay multiplie ses accès, et c'est joué de son ambiance. Donc, dire de Nier qu'il est un mauvais soft, c'est un mensonge. C'est pas davantage un chef-d'œuvre injustement boudé, faut pas déconner non plus. Mais c'est un titre avec un excellent potentiel. Tu parlais du remake tout à l'heure, est-ce qu'il corrige le jeu de base? Aucune idée, je l'ai pas testé. Mais d'après les différents avis, il ne s'agit pas d'un remake, mais d'un remaster. Il remet à jour les graphismes et fluidifie un peu le système, mais globalement, ça reste le même jeu, donc probablement avec des défauts identiques. Mais n'ayant pas pu, et surtout pas voulu, débourser du fric pour un titre que j'ai déjà, je vais pas prétendre que cette pensée sur le remaster soit à considérer comme parole d'évangile. Donc, pour mettre un terme à cette vidéo, je dirais que la version PS3 de Nier vaut... allez, 14 sur 20 pour les efforts. On est très loin d'une catastrophe, mais c'est pas un bijou non plus. Croyez-moi, si vous ne testez jamais Nier, c'est dommage, mais c'est pas grave. Bien! Je pense qu'avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le spin-off de Drakengard, il est désormais temps de s'intéresser à son univers et à son intrigue avec la seconde partie. De fait, si vous n'avez pas l'intention de vous faire spoiler, je vous invite à me retrouver pour le prochain épisode qui sera dédié à Drakengard 3. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de... Oh bordel! Putain de merde! Bref, bonne soirée à vous et à la prochaine à bord de l'Universalis.